En 2024, nos autorités politiques ont adopté une nouvelle vision de l'éducation nationale, prônant la transformation de notre système éducatif en société éducative. À travers cette présentation, nous comptons partager avec vous notre compréhension de cette société éducative et vous proposer un portrait du citoyen attendu de cette société éducative. Pour bien camper notre propos, commençons par définir la notion de vision. La vision peut être appréhendée comme un paradigme, une manière de voir, de concevoir. Elle désigne également l'expression d'un idéal pour un horizon donné, une projection dans un futur déterminé. Pour une organisation, elle peut servir de ligne de mire pour les actions à entreprendre. Et sous ce rapport, elle doit être ambitieuse, susciter de l'espoir, précise, réaliste et en cohérence avec là où les missions de l'organisation. Qu'en est-il pour la vision formulée par le ministère de l'Éducation nationale? Voici l'énoncé de cette nouvelle vision. Nous avons mis en exergue certains éléments de l'énoncé sur lesquels nous allons davantage insister. Transformer le système éducatif actuel en société éducative, c'est procéder à un changement de paradigme. Donc l'avènement d'une société éducative implique donc une nouvelle manière de concevoir l'éducation. Mais arrêtons-nous un peu sur le vocable de société. Rappelons que toute société, dans son acception sociologique, comporte une dimension éducative. Et pour caractériser cette dimension, si on utilise, à mon avis, le vocable de société, on doit lui conférer un autre sens. Et pour nous, l'acception économico-juridique convient ici, parce qu'elle désigne une organisation d'entreprise économique ayant pour objet social l'éducation et la formation et fonctionne avec une diversité d'agents patentés.
qui, pour réaliser son ou ses produits, utilise deux leviers indicatifs de ces deux principales fonctions. Le levier culturel, la socialisation, transmission des valeurs et symboles. Un levier économique, la formation au travail productif. Voyons maintenant ce qui distingue précisément le système éducatif actuel et la société éducative envisagée. Avec la société éducative, nous avons une organisation ouverte aux autres agents de socialisation et de formation, en l'occurrence la famille, la religion, le professionnel et la société civile. Une organisation qui accorde la même importance à toutes les formes d'éducation et de formation, formelle, non formelle et informelle, érigée en unité spécifique d'éducation. Une organisation qui tire profit de toutes les opportunités d'éducation et de formation au sein de la société, de la nation, pour les mettre au service de la réalisation de son ou de ses produits. Cette société éducative se veut inclusive et efficace. Inclusive, pour cela, elle doit garantir à tous nos enfants et à tous nos jeunes l'accès à l'éducation et à la formation et leur offrir des conditions d'éducation et de formation répondant à leurs besoins, plus particulièrement aux enfants et jeunes handicapés, euh, que l'on appelle les enfants et les jeunes à besoins spécifiques. Cette société se veut également efficace. Efficacité sur le plan interne, en assurant la réussite à chaque étape du cursus éducatif. Efficacité externe, en permettant aux sortants de relever les défis de l'employabilité, de la valorisation de l'éthique et de l'insertion sociale. Qui parle de vision d'une organisation pense nécessairement à ses missions et à la stratégie préconisée. Cette nouvelle vision est-elle en phase avec les missions assignées à l'éducation nationale? La réponse est affirmative. Si l'on se réfère à la loi 91-22 d'orientation de l'éducation nationale, dans son article 1, alinéa 1, 2, 3. En voici quelques extraits. Je vous laisse lire. Concernant la stratégie
Elle est indiquée dans un document élaboré par le MEN intitulé Vision et priorité, plan d'action prioritaire. Dans ce document sont répertoriés 11 leviers stratégiques que je vous laisse découvrir un à un. Nous avons mis en exergue les leviers 3 et 9. Pour avoir une bonne lisibilité de la stratégie, je crois qu'il faudrait revoir la présentation de ces leviers. Pour plus de cohérence, nous proposons un réseautage de tous ces éléments autour des deux leviers mis en exergue tantôt, qui sont relatifs à la réforme du curricula et à l'équité et l'inclusion sociale et scolaire. À notre avis, tout doit graviter autour de ces deux éléments. Ce qui assurerait une bonne lisibilité et faciliterait le choix des actions et leur mise en synergie. Nous savons que la transformation de notre système éducatif en société éducative requiert des mesures adaptées. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les deux propositions suivantes. La première porte sur des dispositifs à mettre en place pour corriger certaines lacunes structurelles et la seconde a trait à une clarification du profil du citoyen à former pour mieux baliser le choix des cycles cibles d'apprentissage. Pour notre première proposition, nous avons retenu les trois principales mesures suivantes. La première, c'est la systématisation d'un partenariat entre les ministères chargés de l'éducation et de la formation, le monde professionnel et la société civile à travers divers cadres de collaboration au niveau stratégique et opérationnel, en leur assignant les missions suivantes. La seconde mesure porte sur la mise en place d'une coordination fonctionnelle entre les ministères chargés de l'éducation et de la formation pour faciliter le décloisonnement entre
l'enseignement général et l'enseignement technique et professionnel en favorisant la mutualisation des infrastructures et des ressources et, si nécessaire, l'établissement de passerelles. La troisième mesure a trait à une modification radicale de la forme scolaire actuelle, ce qui déboucherait sur l'intégration de trois types d'espaces d'apprentissage. L'espace d'apprentissage cognitif représenté par la classe disciplinaire, l'espace de pratique ou d'apprentissage de la pratique représenté par ce que nous appelons la clinique, un espace qui fonctionne sous la forme d'un atelier avec la possibilité de réaliser des projets portant si possible sur des cas réels. Exemple, la clinique de culture, la clinique des sciences et des technologies, du bricolage, la clinique des valeurs, de la démocratie et de la citoyenneté. Et enfin, l'espace de consolidation des acquis et de réinvestissement extramuros, représenté par ce que nous appelons le milieu, qui accueille les interventions communautaires, les stages. Les deux espaces, l'espace de pratique et l'espace de consolidation, peuvent être des espaces qui pourraient aussi accueillir simultanément des apprenants du formel et du non formel pour réaliser en synergie un certain nombre d'activités. Abordons maintenant notre seconde proposition et qui porte sur la clarification du profil du citoyen à former. Mais c'est quoi un profil? Le profil renvoie à un portrait, c'est-à-dire la description d'un personnage. Et dans ce cadre, il s'agit d'un profil de sortie d'un programme de formation. Et ce profil de sortie comporte deux éléments essentiels. La description générale du personnage que l'on souhaite avoir au terme de la formation et les cibles d'apprentissage afférentes, c'est-à-dire les compétences en termes de connaissances et d'habiletés à acquérir attendues du formé. Dans le cadre de cette présentation, nous nous limiterons précisément à l'évocation du premier élément, c'est-à-dire la description générale du personnage. Un citoyen responsable, bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles, tout en étant préparé aux défis du développement durable, des sciences et des technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle. Une précision, c'est que nous avons ajouté dans l'énoncé du profil le qualificatif de responsable. Alors, ce qui nous permet de mettre en évidence
les 5 principaux domaines de savoir à exploiter pour façonner ce citoyen. Il s'agit de la citoyenneté, le développement personnel, que l'on met en rapport avec le qualificatif de responsable, les valeurs africaines, en phase avec les valeurs universelles, spirituelles et le support linguistique, le développement durable, les sciences et les technologies avec un parti pris pour le numérique et l'intelligence artificielle. Pour la description générale du personnage, nous commencerons par le citoyen. Un citoyen est une personne consciente de son appartenance officielle à une entité territoriale, respectueuse des lois et règlements qui sont en vigueur et engagée dans la vie sociale et politique. Chacune de ces qualités est associée à un énoncé qui sert d'indicateur qui pourrait être utile pour baliser le choix des cibles d'apprentissage correspondants. Qu'entendons-nous par citoyen responsable? C'est un citoyen qui est doté d'un esprit critique, qui est conscient des défis de la modernité, équilibré et vigilant, doté d'une estime de soi. Chaque qualité est associée à un énoncé qui la précise. Un citoyen adossé à son socle de valeurs africaines spirituelles est un citoyen qui est ancré dans les valeurs culturelles africaines, qui sont en phase avec les valeurs universelles, imbu de valeurs spirituelles, soucieux de promouvoir son héritage culturel et spirituel, et engagé dans la défense de ces valeurs. Un citoyen préparé aux défis du développement durable est un citoyen conscient des enjeux environnementaux et leurs implications, disposé à inscrire ses actions dans une perspective de durabilité. Un citoyen préparé aux défis des sciences, des technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle est un citoyen averti des avancées scientifiques et technologiques, capable d'exploiter les innovations de manière éthique. Toutes les qualités indiquées dans la description générale en
rapport avec les domaines de savoir correspondants pourrait servir de référence pour mieux identifier les cycles d'apprentissage, à savoir les compétences nécessaires pour former le futur citoyen. Et sur cette base, élaborer un cadre de référence des apprentissages pour l'éducation et la formation permettant de baliser le nouveau curriculum, l'élaboration du nouveau curriculum en phase avec la nouvelle vision de l'éducation nationale. Nous proposons ici un tableau reprenant les caractéristiques du profil, donc de la description générale. Et ce tableau pourrait être utilisé comme modèle pour identifier les cycles d'apprentissage, c'est-à-dire les compétences à acquérir, et la trajectoire de développement de chacune de ces compétences. Une fois le cadre de référence des apprentissages élaboré, on devrait procéder à la mise en place des commissions de rédaction des programmes par niveau. Ces commissions seraient constituées des représentants des disciplines scolaires, surtout en ce qui concerne le formel, élargies à des personnes ressources issues du monde professionnel et de la société civile. Ceci devrait s'appuyer sur le cadre de référence pour déterminer leur contribution dans l'acquisition des connaissances et habiletés appropriées dans une parfaite synergie. Avant de conclure cette présentation, faisons une brève évocation de l'horizon 2035. C'est l'échéance retenue pour l'avènement de la société éducative, chargée de former le nouveau citoyen. Et comme nous avons une dizaine d'années pour y parvenir, nous devons surtout, en ce qui concerne le formel, démarrer le projet avec les recrues, un cours d'initiation d'octobre 2025. Celles-ci auront ainsi, si tout va bien, à boucler au moins le cycle fondamental à l'horizon 2035. En conclusion à cette modeste contribution avec ses limites objectives et subjectives, retenons que le changement prôné par cette nouvelle vision de l'éducation est une exigence au regard de l'évolution actuelle du monde, car le devenir salutaire de notre nation en dépend. Sa concrétisation tient aussi bien de la volonté politique que de l'engagement de chacun de nous. Faisons-en donc notre propre affaire.
Merci.